Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les membres du jury, chers contradicteurs, bonsoir. Il est 19h15 à ma montre, j'ai faim, je suis fatigué, apeuré par ce monde barbare, je suis anxieux à l'idée de vous dire ces quelques mots. Et pourquoi? Parce que moi, Arthur, candidat aussi timide que candide, petit prince au grand cœur et roi sans couronne, je doute. Je doute de moi, je doute de tout, je doute de ce monde et de la folie qui l'étreint. Alors j'aimerais rendre hommage à mes camarades du lycée Tocqueville, qui ont perdu la vie cet après-midi, à ces jeunes qui n'auront jamais la chance de découvrir l'université, de prendre un repas de plus avec leur famille, de voir un coucher de soleil de plus sur la Méditerranée. Je pense à mes frères et mes sœurs qui n'auront jamais la chance de grandir, de s'épanouir dans un monde en paix, sans crainte de mourir demain. Mais je souhaite leur dire une chose, que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui le monde est à feu et à sang que l'on ne peut rien changer. La question posée ce soir, de savoir si le présent et le passé en puissance, est tout à fait à propos. Et pour vous y répondre, il m'est d'abord nécessaire de vous définir ce qu'est le passé. On le perçoit comme l'ensemble des événements, des faits, des souvenirs qui ont eu lieu dans une période révolue de la vie. A contrario, je vous citerai Pierre-Joseph Houdon qui illustrait le présent comme la ligne imaginaire qui sépare le passé de l'avenir, comme l'équateur qui divise le globe en deux hémisphères. Mais on me parle de puissance. Je redoutais ce moment, celui où je devrais vous parler de mathématiques, parce qu'au vu de mon histoire tragique d'amour avec mes professeurs de mathématiques, soldée par un splendide 5 sur 20 au bac, je risque de manquer cruellement de crédibilité. Cependant, je ne peux échapper à mes némésis. Alors, considérons qu'une puissance est le produit de deux ou plusieurs facteurs égaux à ce nombre. Si je vous dis 2 au carré, vous me répondez 4, non pas 3. Donc corrigez-moi si je me trompe, mais la multiplication intrinsèque de tous ces événements qui composent notre passé aurait pour produit notre présent. Drôle d'équation, n'est-ce pas? A priori, je pouvais vous répondre oui. En effet, croire que notre passé est la cause de notre présent, c'est se rallier à ces théories très célèbres de la philosophie du déterminisme. Cependant, je ne vous citerai pas le baron d'Holbach, qui fut le premier à esquisser le déterminisme universel, d'une part parce que c'est long, ennuyant, extrêmement compliqué, et parce que c'est faux. Mais en somme, voilà ce qu'il nous disait. Toutes les actions des humains sont déterminées par leur état antérieur, sans que leur volonté ne puisse changer quoi que ce soit à cette détermination. Donc dans ce système, l'homme n'a pas de libre arbitre. Et même s'il croit le posséder, il n'en possède que l'apparence. Nonobstant les sages paroles du baron d'Holbach, qui fut rejoint par Spinoza, Hobbes et bien d'autres, et malgré les dires plus ou moins convaincants de mon camarade, je ne peux me résoudre à croire au destin. Parce que je suis trop libre pour m'enchaîner au destin. Et comme le disait Jean-Paul Sartre, l'homme est condamné à être libre. En effet, Sartre nous montre que l'homme qui se croit déterminé par quoi que ce soit ou qui que ce soit se voile la face. Il essaye vainement d'échapper à ses responsabilités. Tout le monde se rappelle cette fameuse citation qui résonnait dans la bouche de notre prof de philo et dans la bouche de mon camarade. L'existence précède l'essence. Cela signifie que l'homme existe d'abord, se rencontre, surgit dans le monde et se définit après. Il est le seul maître de ce qu'il est. Il est le seul à choisir son chemin parce qu'il est le choix qu'il a fait, parce qu'il est liberté et qu'aucune destinée, aucune divinité ne saurait le conditionner. Le passé n'est pas le présent en puissance, car croire au destin, c'est croire que tout est joué d'avance et que l'on doit courber les chines. Seuls les lâches et les faibles souhaitent inconsciemment être guidés par le destin, dans l'espoir de trouver une excuse à leur échec. On connaît tous cette fille avec un cœur grand comme une maison, qui aime un peu trop les Disney et qui tombe trop souvent amoureuse des mauvais garçons, telle une énième Olivia Newton-John dans Grise. Elle ne cesse de se faire briser le cœur par ses pervers narcissiques en blouson de cuir. Et pourtant, elle continue d'aimer. Ses erreurs, son passé, ne dictent en rien son chemin. Seuls l'amour et la passion sont les capitaines de son navire d'infortune. Elle fait le choix d'aimer et prend la responsabilité de souffrir encore et encore, parce qu'elle a compris une chose, mesdames, messieurs,
c'est qu'on ne peut cesser d'aimer par peur de souffrir. Parce que ce serait comme vouloir cesser de vivre par peur de mourir. Mais prenons un autre exemple, plus grave cette fois-ci, parce qu'il nous montre que Nietzsche avait raison. Regardez l'apoplexie des mémoires collectives. Chaque 27 janvier, date de l'anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, nous commémorons le souvenir de millions de juifs morts dans la Shoah. Et la France n'est pas en reste. Elle a martyrisé les juifs pendant plusieurs décennies. De Dreyfus à Natchweiler-Struthof, nous avons décidé que les boucs émissaires de notre société seraient les juifs. Mais le plus intriguant dans tout ça, c'est qu'une fois nos livres d'histoire fermés, on fait le même constat aujourd'hui. En France et en Europe, des millions de personnes pensent que tous leurs problèmes, leurs fautes, sont de la faute des étrangers, des Arabes, des Syriens qui immigrent et de tous ces musulmans qui ne sont pas bienvenus dans notre petite société judéo-chrétienne. Je laisse à votre souveraine appréciation ce propos qui force à remettre en question, pour les plus hautes d'esprit d'entre nous, la conception et l'utilité de l'histoire, ainsi que des leçons qu'on peut en tirer. Finalement, comme Nietzsche l'écrivait, les hommes doivent et cherchent à oublier collectivement le passé, pour vivre heureux dans le présent. Ainsi, le passé n'est rien pour nous, il n'a aucune valeur, pas même la valeur morale ou spirituelle qu'on prête à lui donner. Mon auteur favori, et je vous laisse deviner qui c'est, a un jour écrit « C'est une folie de haïr toutes les roses parce que l'une épine vous a piqué. D'abandonner tous vos rêves parce que l'un d'eux ne s'est pas réalisé. Et de renoncer à toute tentative parce qu'on a échoué. Voilà pourquoi le passé ne nous détermine pas. Et vous savez, je vais vous avouer une chose ce soir, une chose sur laquelle je m'exprime rarement. Il fut un temps où je ne portais pas cette verve, ce sourire, cette combativité. Non, parce que je marchais dans la honte, sous le joug des moqueries, des insultes et des coups bas de mes camarades. Pourquoi ? Parce que l'homophobie est une maladie assez répandue chez les collégiens en rut. Vous n'avez certainement pas idée du calvaire, non pardon, de l'enfer, que j'ai traversé. Des regards qu'on m'a jetés parce que j'étais le PD de service, la tafiole du bahut, la pédale sans langue, le bouseux suceur de queue, la petite merde sans couilles. Désolé pour la violence de mes propos, mais j'ai toujours préféré le réalisme brutal de Zola, Stendhal et Flaubert aux magnifiques mensonges des contes de fées. Je m'excuse de vous asséner d'une réalité outrageuse, obscène et qui fait mal, mais moi, cette réalité, elle ne m'a pas épargné. Cependant, si vos oreilles sont trop frêles, pour entendre la triste vérité, rentrez chez maman, elle vous lira une belle petite histoire. Et je ne vous parle pas de toutes ces fois où on m'a bousculé, chahuté, parfois même frappé. Je ne vous parle pas non plus de tous ces moments où j'ai fermé les yeux pour ne pas voir ces horreurs écrites sur moi, pour ne pas voir ces regards emplis de haine et de mépris. De ces moments où j'ai clos mes oreilles pour ne pas entendre ces mots qui, comme des carreaux d'arbalète, sont venus balafrer mon cœur. Combien de fois suis-je tombé dans l'ivresse des larmes? Combien de fois avais-je la rage au poing, le dégoût dans les yeux, parce que je ne comprenais pas pourquoi je ne méritais que le mépris, les crachats, les insultes. Pourquoi n'avais-je pas le droit de parler librement? Pourquoi étais-je constamment oppressé, humilié, prisonnier de ma solitude? Pourquoi chaque jour était une lutte acharnée, non pas pour vivre, mesdames, messieurs, non seulement pour survivre? Pourquoi étais-je si faible, si pitoyablement faible? Vous n'avez pas idée de combien de fois j'ai vu ce fond dont tout le monde parle. J'aurais pu si facilement goûter aux racines des chrysanthèmes, à l'ébène d'un cercueil. J'aurais pu si facilement rester là abattu, sans un mot, les yeux bercés de larmes, le cœur palpitant, arraché de ma poitrine, tenu par des mains tremblantes et sanguinolentes. J'aurais pu en rester là, mais je n'ai pas décidé de le passer, accablant ma souffrance et mes erreurs et cette noirceur gâcher mon avenir. Après tout, je porte le nom d'un valeureux chevalier doublé d'un roi. Alors, comme le disait Albert Camus, au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi l'invincibilité. Alors j'ai pris les armes, je me suis battu contre les préjugés, contre les moqueries, et j'ai assumé qui j'étais et qui je voulais devenir. Je n'ai pas laissé les démons du passé me transformer en un bagnard qui marche le long du Styx ou du Lété. J'ai quitté mon manteau de misère, les larmes sont devenues mon encre, mes mots des sourires et ma parole un calibre 45. J'ai regardé ce passé dans les yeux, ce garçon resté accroupi, recroquevillé sur lui-même, et je lui ai tendu la main pour lui dire « Arthur, ouvre les cœurs, pas la peine de pleurer. Le monde, tu sais déjà de quoi il est capable dans ces pires journées. Mais ce que tu ne sais pas, c'est toutes ces surprises, toutes ces rencontres qu'il te réserve. Alors viens, marche un peu avec moi, et tu verras. » Ainsi, j'ai cultivé ces mille et une couleurs qui donnent un sens au présent.
et ce dans l'espoir d'un jour me faire avocat de ces gens qui, comme moi, n'auraient jamais osé prononcer ces mots devant vous. Parce qu'aujourd'hui, cette triste histoire, c'est la mienne, mais c'est aussi celle de millions de jeunes martyrisés par une société hypocrite. On a oublié d'apprendre aux enfants d'aimer la différence, la couleur et les sentiments. Simone de Beauvoir l'a si bien dit, le présent n'est pas le passé en puissance. Il est le moment du choix et de l'action. Mon choix, je le fais chaque jour. Dire non à la haine, dire non à la rancune, dire non à la peur, mais oui au bonheur. Et mon action, je la fais au quotidien, en aimant chaque personne qui m'entoure, en vivant dans la lumière de mes espoirs plutôt que dans le doute, dans l'ombre de mes doutes, en m'efforçant de vivre avec mes racines et mes ailes. Alors, mesdames, messieurs, on parle de passé, de présent, mais il ne faut pas oublier la troisième conjugaison du temps, le futur. Parce que même si aujourd'hui votre vie est sous le diktat du passé, peu importe, parce qu'elle nous donne toujours une autre chance, qu'on appelle demain. Alors, n'ayons pas peur de briller quitte à faire de l'ombre à ces étoiles. N'ayons pas peur de vivre pleinement le présent et de nous battre pour l'avenir. N'ayons pas peur de dire non, d'aller à contresens. N'ayons pas peur de briser les chaînes, les codes, les règles, les idées reçues, les préjugés, de parler à voix haute, avec fierté, détermination, parce que le passé ne sera jamais là pour nous enchaîner. Pour conclure, je me dois de vous remercier, chers membres du jury, vous aussi contradicteurs, vous autres publics, mais surtout, j'aimerais remercier vous, chers membres de l'ISIAS, parce que sans vous, je n'aurais jamais eu la chance de me tenir ici, de prendre plaisir à discourir et d'exulter le droit et le pouvoir de la si précieuse parole. Alors, au nom de ceux qui n'ont pas les mots, de ceux qui n'oseront jamais, de ceux qui douteront toujours, de ceux qui échoueront et même de ceux qui ont déjà tout réussi, je vous dis merci.